Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Linossier, fondateur de Saola. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Alors, pour nos auditeurs, il faut préciser que tu es aux États-Unis, puisque tu viens de déménager très exactement lundi dernier. Donc, merci beaucoup de prendre le temps de venir nous parler. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, moi, j'ai passé un bac scientifique il y a déjà quelques années. Suite à mon bac, j'étais en fait parti dans un premier temps pour faire des études scientifiques pour travailler dans la préservation de l'environnement, parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi depuis le plus jeune âge. Et puis bon, au bout de quelques mois, je me suis aperçu que j'étais pas du tout scientifique dans l'âme, et donc j'ai abandonné mes études et bifurqué. Donc je suis ensuite parti en école de commerce qui pour moi en fait était aussi en phase avec ce que je voyais et ce que j'avais envie de faire par la suite. Mais dès que je suis rentré en école de commerce, une de mes ambitions ou envies, c'était vraiment d'intégrer l'industrie de l'outdoor, parce que pour moi, c'était vraiment l'industrie qui était la plus proche de la nature, et donc plus proche de l'environnement aussi. Et donc, à la fin de mes études, j'ai fait un stage au sein du groupe La Fuma, donc qui avait des marques comme Millet, Eder, donc La Fuma bien sûr, Oxbow, Le Chameau, enfin il y a eu pas mal de marques dans le groupe. Et suite au stage, j'ai intégré le groupe tout d'abord en tant que responsable de zone sur l'export sur la Scandinavie, l'Europe de l'Est. Donc j'ai découvert plein de pays, de cultures, qui est vraiment j'ai adoré ces quelques années. Et ensuite je suis parti toujours pour le groupe La Fuma aux États-Unis, où j'ai pris la direction de la filiale du groupe, donc qui était basée dans le Colorado, où je suis à nouveau actuellement. J'ai passé 13 ans là-bas, où j'ai là aussi appris énormément. J'étais assez loin du siège, donc c'était un peu comme gérer sa boîte, mais sans les stress financiers, donc ce qui était pas mal. Et puis malgré tout, en fait, plus j'avançais dans ma carrière et dans les années, plus j'étais déconnecté en fait entre le marketing des marques et ce qui se passait réellement en amont au niveau de la production, entre autres. Alors je parle pas forcément des marques du groupe La Fuma, mais en fait les marques qui nous entouraient dans l'industrie de l'outdoor. Et j'étais aussi inspiré par des marques comme Patagonia, Pitcher, la marque Toms en chaussures là aux US, qui étaient des marques engagées et qui utilisaient vraiment en fait le business pour trouver des solutions et améliorer les choses, soit au niveau social ou environnemental. Et donc en 2016, j'ai décidé de quitter le groupe La Fuma. On est rentré en France plus pour des raisons familiales, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec Saola pour créer vraiment une marque engagée sur les problématiques environnementale. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise, Saola, et quelle est sa proposition de valeur pour ses clients ? Alors Saola, donc c'est une marque de chaussures éco-conçue, engagée, donc qui a été lancée en 2018. On a un engagement maximum, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait,
on pense impact environnemental d'abord, et on essaie d'avoir aussi un maximum de transparence et de communication sur l'ensemble des choses que nous faisons. Et puis au niveau des produits, on essaie de se différencier un peu des autres marques en ayant un gros focus sur la légèreté et le confort des produits, qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément et entre autres dans les marques éco-conçues. Et c'est globalement ce sont les 3 piliers sur lesquels on travaille constamment aujourd'hui, donc environnement, légèreté, confort des produits, en plus bien entendu du design qu'on essaye d'améliorer saison après saison. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu avais commencé à y travailler en 2016 et que tu avais lancé en 2018. Tu as eu 2 ans de développement? Ouais, tout à fait. Il y a eu 2 ans de développement entre tout d'abord en fait vraiment arriver à définir là encore la proposition de valeur, les produits et de la marque. Donc ça finalement quand on part de zéro, le champ des possibles est énorme, et donc j'ai perdu pas mal de temps à essayer de recentrer en fait ce que serait Saola demain et ce qu'est la marque aujourd'hui. Et puis après il y a eu la mise en place des premières collections, donc c'est un process qui est un peu long, et c'est vrai que nous donc, globalement on était prêt mi-2017, mais on commercialise au magasin toujours entre 6 et 9 mois en amont. Donc en fait, on a commencé à vendre en 2017 et on a livré les premières paires de chaussures en 2018. Est-ce que tu peux nous parler des valeurs de Saola? Moi, c'est vraiment des valeurs là encore de transparence, d'engagement, de bienveillance. L'idée est vraiment qu'on essaie de proposer les meilleurs produits pour les clients au plus faible impact environnemental. Moi, j'ai aussi conscience que aujourd'hui, il n'y a pas de solution parfaite. Donc, on essaye de prendre des décisions en espérant avoir les meilleures options en main, et de communiquer ça à nos clients pour nous permettre d'avancer saison après saison. Et moi, disons qu'on est en recherche permanente de nouveaux matériaux et de choses pour améliorer les produits et réduire leur empreinte carbone. En 2 ans, j'imagine que t'étais pas chausseur ou expert en chaussures au départ. J'imagine que tu as dû lutter un peu ou avoir des galères. C'était quoi les principales difficultés? Les principales difficultés, alors oui, en effet, moi j'ai plutôt donc une expérience business, donc développement de l'activité, gestion d'équipe, etc. Il faut pas me demander de dessiner quoi que ce soit, donc j'étais plutôt là dans l'idée, et ensuite donc j'ai travaillé avec des designers et des personnes qui étaient connectées à la fois au niveau des fournisseurs, etc. pour avancer sur le produit, et donc c'est ça qui a pris un peu de temps, et lors du lancement en fait on a eu une grosse galère parce que l'usine avec laquelle on travaillait, globalement les produits devaient être prêts en fin d'année, là autour du 31 décembre, et le 20 décembre notre partenaire m'appelle en me disant que l'usine avait fait faillite. Et donc là, forcément, gros moment de panique. Et donc pendant 10 jours, j'ai passé nuit et jour au téléphone à essayer de trouver des solutions. Et on a réussi à re-rentrer dans l'usine, à aller récupérer les matières. Et on a trouvé une autre usine pour faire basculer la production. Donc ça a été un lancement un peu épique, mais finalement on a réussi malgré tout à livrer les premiers clients en temps et en heure. Et ça a été le lancement de la marque. Ah ouais, un vrai baptême du feu pour le lancement de ta collection numéro 1, quoi. En fait, à ce moment-là, tu penses que tout va s'arrêter d'un coup, et puis finalement, on a réussi à trouver des solutions, mais c'est vrai que c'était passé pas loin. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ce que tu fais dans ton quotidien, et quels sont les plus gros challenges que tu dois relever? Alors moi, ce qui me plaît plus, c'est vraiment d'être à la manœuvre, d'être responsable du projet, et en fait de prendre les côtés positifs et négatifs. En fait chaque jour est différent, le nombre de sujets à traiter est assez énorme,
et donc ça en fait ça motive à se lever tous les jours et bosser. Et puis c'est de se dire aussi que finalement chaque saison, chaque année là on améliore les produits, on trouve des meilleures solutions au niveau des matériaux, de la production. Donc ça c'est vraiment moi ce qui m'éclate tous les jours. Et puis voilà, et puis on fait aussi grossir l'équipe là depuis quelques temps, parce qu'en fait au début donc j'ai travaillé seul avec des stagiaires. Ensuite donc depuis 2 ans on a eu les premiers salariés. Là en 2022 on est passé de 3 à 10. Et donc voilà, donc ça amène aussi à la fois de l'excitation, des nouveaux challenges, mais c'est l'ensemble des sujets à travailler tous les jours qui fait que c'est hyper excitant comme aventure. Je vais te poser une question qui est très difficile pour un chef d'entreprise, mais à quoi ressemble ton quotidien professionnel ? Alors mon quotidien professionnel, alors c'est vrai que là je suis installé depuis quelques jours aux US, donc il va changer, mais globalement voilà, je me lève généralement assez tôt, entre 5h30 6h, et j'essaye de, alors on travaille beaucoup avec l'Asie, on produit en Asie, on a des distributeurs aussi là-bas, donc généralement c'est les choses sur lesquelles je travaille en premier. Ensuite, j'essaye de traiter pas mal d'emails et de différents sujets en fait avant que l'équipe arrive au bureau. Et puis après selon les saisons, on a aussi pas mal de déplacements pour aller voir les clients, aller sur des salons. Mais voilà, donc je suis plutôt lève tôt et puis j'essaie d'arrêter pas trop tard, parce que l'objectif aussi c'est de pouvoir passer du temps avec sa famille, parce que c'est vraiment les 2 piliers sur lesquels il faut qui pour moi sont nécessaires à mon équilibre. Donc c'est d'essayer de donner un maximum de temps à Saola et à ma famille. Ouais. Dans le cadre du développement de Saola, vous avez choisi de faire une levée de fonds. Qu'est-ce qui vous a choisi à conduire cette voie qui est quand même dilutive ? Alors en fait on n'avait pas trop le choix, parce qu'aujourd'hui nous on est dans une activité où en fait plus on grossit, plus les besoins de fonds sont importants, parce qu'on finance en fait la production avant de la vendre, et on avait besoin de faire une levée de fonds, donc pour nous aider à financer la croissance de production, pour aussi nous aider à structurer l'équipe. Et en fait, il y a toujours des phases d'investissement avant qu'il y ait retour sur investissement. Donc là, on arrivait à un stade où de toute façon, les banques sans levée de fonds ne voulaient pas forcément nous suivre. Et voilà, la levée de fonds là qu'on a clôturée il y a quelques mois nous permet vraiment de nous concentrer sur le développement de l'activité, le développement des produits. Là, on a lancé typiquement des nouvelles recherches sur des matières naturelles par exemple, et donc voilà, ça nous permet de travailler là-dessus plutôt que de travailler principalement au financement de la croissance qui a été le cas pendant ces 24-36 derniers mois. Ouais. Est-ce que tu peux justement nous raconter un peu ton parcours de levée, si vous avez rencontré des difficultés et comment vous avez fait pour les surmonter ? Ouais, le parcours de levée, c'est un parcours d'obstacles non-stop. Si on veut apprendre la résilience, je pense que c'est la parfaite chose à faire. Et il faut se dire que voilà, on contacte 99 personnes, enfin 100 personnes, et il y a 99 personnes qui vous diront non. Donc ça, c'est vraiment voilà, il faut accepter l'échec. Et c'est un process qui prend énormément de temps. Généralement les gens disent que ça prend entre 12 et 18 mois, et moi c'est quelque chose que je confirme. Et puis à la fin, il suffit je dirais de rencontrer la bonne personne, que le feeling passe, et que voilà, les planètes s'alignent pour que la levée se fasse. Mais c'est vrai que c'est vraiment un parcours du combattant. Si je pouvais donner un conseil à des personnes qui veulent faire des levées de fonds, c'est vraiment de s'y prendre longtemps en avance. T'as un exemple d'un cas particulièrement difficile que t'as rencontré, ou d'une situation pénible que t'as rencontrée dans le cadre de cette levée ? Alors, j'ai pas de cas spécifique, mais globalement, les retours, en fait, on te challenge
tout le temps sur la viabilité de ton business, de ton idée, sur la valorisation de la société, et globalement t'entends toute la journée que ce que tu fais c'est pas top, et donc forcément au bout d'un moment tu te remets quand même pas mal en question, et donc c'est pour ça qu'il faut tenir, il faut rester droit dans ses bottes, ou plutôt dans ses chaussures Saola d'ailleurs, mais voilà, c'est disons que la négativité que des retours amènent, et qui peuvent avoir un impact même je dirais au niveau mental, hein, c'est que ça te prend, et aussi quand ça au bout de quelques mois tu te dis mais est-ce qu'en fait c'est vrai que je prends les bonnes décisions, et est-ce que je fais ce que je veux faire, ou ce que je fais est bien. Donc ça, voilà, c'est une vraie remise en question face à des retours qui sont pas toujours positifs. Je me posais une question parce que quand tu fais une levée, t'es hyper concentré sur cette partie-là du business, mais du coup tu t'occupes pas du reste. Comment toi t'as fait pour réussir à continuer à développer des produits, t'occuper de ton équipe, faire le marketing, le commercial, etc., tout en levant? Et ben en fait avant tu travaillais 12 heures par jour, et puis voilà, maintenant t'en passes, tu travailles 16 heures par jour. Donc non, en fait l'idée, enfin il y a certains sujets que j'ai mis en suspens en fait, que ce soit au niveau commercial ou développement produit, pour essayer de dégager assez de temps justement pour la levée, et c'est le seul moyen d'y arriver en fait. Mais c'est vrai qu'il faut accepter que pendant tout le process, il y a plein d'autres sujets que tu ne vas pas pouvoir traiter. Qu'est-ce que tu retiens, cette aventure de la levée de fonds? Ce que je retiens, c'est qu'il faut jamais abandonner en fait. C'est que tu passes par des jours où tu penses que tout est fini, que les échéances au niveau bancaire, au niveau de tes factures arrivent, et que tu vas pas y arriver. Nous, on a fait une levée donc en début d'année 2023. Et on avait des containers qui étaient sur l'eau avec la collection du printemps 2023 qui arrivait. Les banques ne voulaient pas financer la production, et en fait notre fournisseur n'allait nous fournir les papiers pour dédouanement qu'une fois le règlement effectué de la commande. Et en fait, donc en parallèle on travaillait à la levée, mais il y a des choses qui sont débloquées vraiment au dernier moment, et en fait on a eu l'argent de la levée 4 jours avant l'arrivée des containers. Et donc là aussi, tu dis, au bout d'un moment, disons que tu es dans un process où tu dis, tu fais ton max, ça passe pas, t'auras fait ton max. Mais donc là, voilà, c'est un peu comme lors du lancement de la première prod avec la fermeture de l'usine. Tu fais de ton mieux, et puis au bout d'un moment, il faut accepter que voilà, les choses se feront ou ne se feront pas, quoi. Quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs qui voudraient lever des fonds, autre que il faut tenir jusqu'au bout finalement? Là encore, le temps, il faut vraiment s'y prendre longtemps en avance pour essayer de faire en sorte que de pas être pris à la gorge en fait au niveau financier. Ça c'est vraiment le plus important. Et puis surtout, c'est peut-être moi c'est une des erreurs que j'ai faites au départ, c'était de ne pas lever assez. Alors il y a cette problématique de dilution, et c'est vrai que j'ai eu pas mal de réunions avec les banques pour expliquer que je voulais essayer de cadencer un peu justement les levées de fonds par rapport à cette problématique de dilution. Mais avec du recul, je m'aperçois que j'ai passé tellement de temps à essayer de trouver de trouver de l'argent, financer notre croissance, que c'est tout du temps qui n'a pas été passé sur le développement de l'activité, et que peut-être d'avoir levé un peu plus au départ nous aurait soulagé sur la partie justement financement, et j'aurais pu passer plus de temps au développement commercial, au développement des produits et des choses comme ça. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote d'une situation incroyable depuis que tu as créé ton entreprise? Alors une anecdote, oui. Alors en fait, c'est pendant le Covid. Alors quand nous, ça faisait 2 ans que la société existait. À l'époque, on faisait à peu près 90% de notre activité en distribution B2B, donc via des magasins. Le Covid est arrivé. On venait de livrer nos commandes à nos clients, et entre autres en France. On les a fait partir en fait la veille de l'annonce de fermeture des magasins. Donc on a repris tous les produits en stock la semaine d'après. Et donc là aussi, c'était des moments où il y a pas mal de remises en question.
Et puis, comme j'étais chez moi, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Et donc, en fait, dans un premier temps, avec ma femme et mes filles, on allait distribuer des flyers dans dans toutes les boîtes aux lettres dans le kilomètre autour de chez nous. Et j'ai commencé à livrer des gens en vélo, voilà, pendant le confinement. Et donc ça, finalement, ça nous a permis de rencontrer pas mal de monde masqué, et puis de se voir que finalement on arrive à trouver un peu des solutions. Alors on n'a pas vendu tout ce qu'on avait voulu, ce qu'on avait vendu en magasin, mais finalement on a fait pas mal de commandes et puis ça nous a permis de passer le cap et d'amener un peu aussi de côté positif pendant cette période qui était un peu compliquée. Ouais. Si tu regardes ton parcours, quelle a été selon toi ta plus grosse erreur ? Ma plus grosse erreur, je dirais que ça a été une erreur de recrutement, une personne qui avait un rôle important dans la boîte et avec qui le feeling n'est pas passé, les résultats n'étaient pas là et ça a eu un gros impact sur l'activité, sur l'organisation, au niveau financier aussi. Donc je dirais que c'est vraiment finalement la partie ressources humaines est quelque chose qui est crucial et qui, si elle ne se passe pas comme prévu, peut avoir des impacts aussi importants que de perdre des gros clients. En fait. Je te remercie d'en parler parce que peu de chefs d'entreprise ont le courage de le faire, alors que finalement, je connais pas une boîte où il n'y a pas eu une fois une erreur de recrutement, une erreur de casting, et finalement, ça arrive à tout le monde. Et malheureusement, c'est un peu tabou comme sujet. Mmh. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu t'accroches quand c'est difficile et surtout comment tu fais pour tenir quand c'est dur ? Pourquoi je m'accroche ? En fait, c'est vraiment pour moi, c'est je suis passionné par ce que je fais vraiment. Malgré tout, alors il y a beaucoup de journées top, il y a pas mal de journées aussi très compliquées où on se prend là encore, que ce soit en perte de levée de fonds ou des échecs commerciaux, des journées compliquées. Mais à chaque fois, en fait, ce qui me redonne de l'énergie pour avancer, c'est vraiment la mission de la marque. Donc que ce soit au niveau développement produit, et une chose dont j'ai oublié de parler, donc c'est qu'on a aussi rejoint le 1% pour la planète lors du lancement de la société, avec un gros focus sur la préservation de la biodiversité. Et là encore, c'est quelque chose qui personnellement est en moi depuis vraiment pas mal d'années. Et finalement, à chaque fois j'ai des échanges avec les associations là qu'on soutient, et quand je vois ce que les gens font sur le terrain, je me dis qu'il faut vraiment qu'on avance et que finalement il faut que la boîte grossisse pour qu'on ait plus de moyens et qu'on soutienne plus d'associations. En fait, c'est vraiment ça moi qui me drive tous les jours. Ah, c'est un super leitmotiv. Et alors du coup, est-ce que tu considères que c'est l'une de tes plus grandes satisfactions ou l'un de tes plus grands accomplissements, ou t'en as d'autres que tu voudrais partager avec nous ? Disons que autant il y a la partie business et développement produit et je dirais engagement environnemental sur les produits, mais c'est vrai que moi ce qui me drive, comme je disais, c'est vraiment cette partie travail avec les associations et essayer d'aider des gens sur le terrain qui font des actions vraiment concrètes pour aider sur le sujet de la préservation de la biodiversité. Moi, c'est vraiment ce qui me motive et ce qui est la chose qui est importante aujourd'hui. Ouais. Depuis le début de ta carrière, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est vraiment bien s'entourer. Donc, comme je te disais précédemment, on n'y arrive pas toujours, mais vraiment c'est clé. Et puis un autre conseil qu'on m'a donné à quelqu'un là sur Annecy aussi, c'est d'être certain aussi que sa conjointe soit à fond dans l'histoire. Parce qu'en fait, là encore, on passe par beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'est très prenant au niveau du temps, de l'engagement. Et c'est moi j'ai discuté avec pas mal de chefs d'entreprise qui leur couple n'a pas survécu à la création. Et pour moi, c'était pas possible. Donc on essaie avec ma femme de vraiment beaucoup échanger. Et l'idée c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit dans le même bateau et vive l'entrepreneuriat de manière positive. Ouais, que ce soit pas subi. Notre industrie, elle a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Quelles sont pour toi les évolutions qui t'ont le plus marqué ?
Je crois que une des évolutions, moi que je note là, principalement, c'est je dirais l'engagement environnemental qui a quand même changé. Les entreprises ont toutes prise conscience de leur impact, et donc on voit encore beaucoup de choses se passer, les engagements se multiplier, et on le voit très bien quand on va sur des salons professionnels. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus un stand où l'engagement de la marque n'est plus mis en avant. Alors après, bien sûr, chacun, je dirais, à son niveau, et les entreprises qui partent de peu d'engagement avancent petit à petit, mais je dirais que c'est vrai, c'est quelque chose qui se note le plus, parce qu'au niveau des produits en tant que tels, il y a des évolutions, des améliorations, quelques innovations, mais il n'y a pas de révolution, je trouve, dans l'industrie. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais pour les 10 prochaines années, justement, pour notre industrie, ou comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années? J'aimerais que l'engagement de toutes les marques accélère, et puis potentiellement qu'on travaille aussi ensemble. Alors je sais qu'il y a déjà des groupes de marques qui travaillent ensemble pour qu'il y ait des solutions communes. En fait, on a tendance un peu à travailler tous de son côté et de vouloir réinventer en fait des solutions qui existent potentiellement chez d'autres. Et c'est là encore où pour moi, Patagonia est un exemple parfait, c'est-à-dire que quand ils développent des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies, assez rapidement, ils les mettent à disposition d'autres marques. Et je trouve que cet effort collaboratif, c'est ce qui peut permettre d'aller plus vite, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est tous un peu pressés par le temps pour améliorer les choses, pour éviter des problèmes plus gros encore au niveau environnemental par la suite. La précédente saison consacrée à la RSE, on avait accueilli Laure Jarlot de Rossignol, qui notamment nous avait parlé de ce ski complètement recyclé qu'ils ont mis sur le marché, et du partage de tous les plans et tous les process pour réussir à faire la même chose, de façon à ce qu'un maximum de marques puissent elles aussi se joindre à ce mouvement-là. Alors, ce sera notre dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture ou un documentaire à regarder ou un influenceur à suivre sur le business ou sur les levées de fonds? Moi, je vais reparler un peu de Patagonia parce que c'est vraiment une marque que j'adore, mais c'est le livre d'Yvan Chouinard, Let My People Go Surfing, qui je trouve nous permet de réfléchir à des mises en place d'une boîte, d'une équipe avec un état d'esprit toujours positif et assez libre, et je trouve que pour moi c'est une source d'inspiration. Merci beaucoup Guillaume Linossier de Saola d'avoir été notre invité dans cet épisode d'Outdoor Minds. Voici les points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que le parcours de levée est un véritable parcours d'obstacles. Il faut accepter l'échec et être très résilient, parce que 99 fois sur 100, on va vous dire non. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir importer de l'angoisse et exporter de l'enthousiasme pour tenir le coup pendant ce parcours. Et enfin, le dernier point, n'abandonnez jamais, parce que à la dernière minute, le succès peut arriver, ou en l'occurrence 4 jours avant la fin pour Guillaume. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut vous y prendre le plus tôt possible. En général, il faut compter entre 12 à 18 mois pour préparer votre levée de fonds. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.